Dans cette lecture, nous allons découvrir les listes en Python. Une liste permet de stocker plusieurs valeurs dans une seule variable. C'est l'une des structures de données les plus utilisées en Python. Sans les listes, il faudrait créer une variable pour chaque valeur. Les listes rendent le code plus simple, plus lisible et beaucoup plus puissant. Une liste se crée avec des crochets. Les éléments sont séparés par des virgules. Une liste peut contenir des nombres, des chaînes, des caractères ou même un mélange des deux. En Python, les index commencent à 0. Nombre 0 correspond donc au premier élément de la liste. C'est une source d'erreur fréquente chez les débutants. Les listes sont modifiables. On peut changer la valeur d'un élément en utilisant son index. C'est ce qui distingue les listes d'autres structures comme les tuples. La méthode append permet d'ajouter un élément à la fin de la liste. C'est une opération très courante en Python. Très souvent, on parcourt une liste avec une boucle for. À chaque itération, la variable prend la valeur d'un élément de la liste. La fonction len permet de connaître le nombre d'éléments dans une liste. C'est très utile pour les contrôles et les boucles. Les listes sont omniprésentes en Python. Bien les maîtriser est indispensable pour écrire des programmes efficaces. On va créer maintenant notre exemple. Je vais créer le fichier. Maintenant, je vais définir une liste. Je vais l'appeler fruit. Je vais ajouter les éléments. Pomme, banane, orange. La liste est modifiable, donc je peux utiliser la méthode append pour ajouter un fruit. Fraise, par exemple. Maintenant, je vais afficher les éléments de toute la liste. Donc, je vais utiliser une boucle for. Tout simplement, on va faire un print. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié le 2 points. Maintenant, on va afficher la taille de la liste. Donc, on va utiliser la méthode len qu'on a vue ensemble. Tout simplement, on va appeler la méthode len sur la liste. Tout est bon, il n'y a pas de rouge. On va exécuter le programme. Il faut l'enregistrer comme toujours. Donc, on va appeler quoi? Liste. On voit bien ici toujours les résultats des anciens programmes. Donc, on va essayer dans la prochaine session de le nettoyer. Pour l'instant, je vais faire enregistrer. Comme vous avez vu, on affiche les éléments de la liste. Fraise existe toujours parce qu'on a ajouté fraise ici. Et maintenant, la taille de la liste est 4. Nombre de fruits égale 4. Dans cette lecture, nous allons découvrir les dictionnaires en Python. Un dictionnaire permet d'associer une clé à une valeur. C'est une structure de données très utilisée pour représenter des informations organisées, comme un utilisateur, un produit ou une configuration. Les dictionnaires sont très pratiques lorsque les données ont un sens clair. Au lieu d'utiliser des index numériques comme avec les listes, on accède aux valeurs grâce à des clés explicites. Cela rend le code plus lisible et plus compréhensible. Un dictionnaire se crée avec des accolades. Chaque élément est composé d'une clé et d'une valeur, séparées par 2 points. Les clés sont souvent des chaînes de caractères. Pour accéder à une valeur, on utilise la clé entre crochets. Contrairement aux listes, on n'utilise pas d'index numérique, mais une clé explicite. Cela rend le code beaucoup plus clair. Les dictionnaires sont modifiables. On peut facilement changer la valeur associée à une clé existante. Ici, on met simplement à jour l'âge de l'utilisateur. Pour ajouter une nouvelle information, il suffit d'utiliser une nouvelle clé.
Si la clé n'existe pas encore, Python l'ajoute automatiquement au dictionnaire. Très souvent, on parcourt un dictionnaire avec une boucle for. La méthode items permet de récupérer à la fois la clé et la valeur à chaque itération. Python fournit des méthodes pratiques pour récupérer uniquement les clés ou uniquement les valeurs. Ces méthodes sont très utiles pour des contrôles ou des traitements spécifiques. Les dictionnaires sont une structure fondamentale en Python. Ils permettent de représenter des données réelles de manière claire et structurée. Bien les maîtriser est indispensable pour aller plus loin. On va créer maintenant un exemple complet sur un dictionnaire. Comme toujours, on fait New File, Python File. Je veux mettre un commentaire. Création d'un dictionnaire. Maintenant, je veux déclarer un dictionnaire avec le nom utilisateur. On utilise les accolades. Maintenant, je veux définir les clés et les valeurs. Nom IMAD par exemple. Virgule. Âge. 35 par exemple. Ville. Paris par exemple. Maintenant, je veux accéder aux valeurs. Accès aux valeurs. Tout simplement, je veux faire un print. Par exemple, nom, deux points. Je vais utiliser le nom du dictionnaire et la clé. Non. On peut modifier une valeur. Modification d'une valeur. Utilisateur. Âge. On va mettre égal 42 par exemple. Maintenant, on va parcourir le dictionnaire. Parcours du dictionnaire. On va utiliser la méthode items sur le dictionnaire et avec une boucle for, on va faire l'itération. For clé valeur n utilisateur dot items. On voit bien la méthode. N'oubliez pas les deux points. On va imprimer la clé et la valeur. Clé, c'est la variable, virgule, deux points, virgule, valeur. Normalement, on est bon, tout est vert. On va exécuter le programme. Donc, il me propose création d'un dictionnaire. Pourquoi pas? Je veux enregistrer. Et le programme s'exécute. La première ligne, nom, deux points, IMAD, parce que c'est ici qu'on a fait l'accès aux valeurs. Et ces trois lignes, c'est la boucle for. On imprime les clés et les valeurs. Bienvenue dans cette nouvelle lecture. Dans cette vidéo, nous allons découvrir deux types de collections très importants en Python, les tuples et les sets. Ils sont souvent moins utilisés que les listes, mais ils sont essentiels pour écrire un code clair et professionnel. L'objectif de cette lecture est simple, comprendre ce qu'un tuple, ce qu'un set, comment les définir en Python et surtout comment les utiliser dans un vrai projet. Python propose plusieurs types de collections, les listes, les tuples, les sets et les dictionnaires. Chaque collection a un comportement différent. Ici, nous allons nous concentrer uniquement sur le tuple et les sets. Un tuple se définit avec des parenthèses ou simplement avec des virgules. Attention à un point important. Pour créer un tuple avec un seul élément, la virgule est obligatoire. Sans cette virgule, Python ne reconnaît pas un tuple.
Ce schéma montre le fonctionnement d'un tuple. Les valeurs sont ordonnées et accessibles par index. Mais une fois le tuple créé, on ne peut plus modifier son contenu. Ce qu'on appelle une structure immuable. Les tuples sont utilisés lorsque les données ne doivent pas changer. Par exemple pour des coordonnées, des paramètres de configuration ou pour retourner plusieurs valeurs depuis une fonction. Ils permettent d'éviter des modifications accidentelles. Un set se définit avec des accolades. Il permet de stocker des valeurs uniques. Attention, pour créer un set vide, on doit utiliser la fonction set, car des accolades vides créent un dictionnaire. Ce schéma illustre le comportement d'un set. Les valeurs ne sont pas ordonnées et les doublons sont automatiquement supprimés. L'ordre n'a aucune importance dans un set. Un set est modifiable. On peut ajouter des éléments avec la méthode add et supprimer des éléments avec remove. En revanche, il n'y a pas d'index car les sets ne sont pas ordonnés. Les sets permettent d'effectuer des opérations très puissantes comme l'union, l'intersection ou la différence. Ces opérations sont inspirées des ensembles mathématiques et sont très utilisées pour filtrer ou comparer des données. Ce tableau résume les différences principales. Les listes sont modifiables et ordonnées. Les tuples sont ordonnés mais immuables. Les sets sont modifiables mais non ordonnés et sans doublons. Pour conclure, retenez ceci. Choisir la bonne collection en Python, c'est écrire un code plus clair, plus sûr et plus facile à maintenir. Dans la prochaine lecture, on va voir des exemples concrets. Dans cette session, nous allons voir comment utiliser les structures de données Python dans des situations réelles. On va commencer avec le cas numéro 1, liste d'utilisateurs. Donc, commençons par un cas très courant. Nous avons plusieurs utilisateurs par exemple, et chaque utilisateur possède des informations comme un identifiant et un nom. Comme nous avons plusieurs éléments, nous utilisons une liste. On voit bien ici qu'on a déclaré user, c'est une liste. Et comme chaque utilisateur a des propriétés bien définies, nous utilisons un dictionnaire pour chaque utilisateur. Ici, on a 3 utilisateurs. Après, on a juste, avec une boucle for, on parcourt les utilisateurs et on imprime l'info de chaque utilisateur. Ici, on cherche un utilisateur par ID, tout simplement avec une boucle for, on parcourt la liste des utilisateurs et pour chaque utilisateur, on vérifie sur l'ID égale target ID. Si on le trouve, on fait found user égale user, on fait un break. Break, c'est quoi? Quand on fait un break dans une boucle for, on sort de la boucle for. Maintenant, le cas pratique 2. Dans presque toutes les applications, on retrouve un objet de configuration. Ce type de données est naturellement organisé sous forme clé-valeur. Un dictionnaire est donc le choix le plus logique ici. Il est lisible, modifiable et très simple à maintenir dans le temps. Pour cela, on a défini une variable config, c'est un dictionnaire, avec le host, le port, debug et retry. Après ici, c'est juste parce que le dictionnaire est modifiable, donc on peut modifier le debug vers false. Et après, on imprime juste la modification. Maintenant, le cas pratique numéro 3. Ici, nous travaillons avec des coordonnées GPS. Ces données représentent un point précis et ne doivent pas être modifiées. C'est exactement pour ce type de situation que le tuple existe. Ils garantissent que les données restent fixes et protégées. Par exemple, pour Paris, on a défini location, c'est un tuple. Un point important, un tuple est immuable, on ne peut pas le modifier. C'est pour cela que j'ai ajouté ici un commentaire. Vous pouvez décommenter cette ligne pour voir l'erreur quand vous exécutez le programme. Maintenant, le cas pratique numéro 4, les emails uniques. Imaginons un scénario, que nous récupérions des emails depuis un formulaire. Il peut y avoir des doublons, et nous ne voulons conserver que des valeurs uniques. Dans notre cas, le set est parfait pour cela, car il supprime automatiquement les doublons et permet de vérifier très rapidement si une valeur existe. Donc ici, on a défini des doublons. On a a@test.com dupliqué. Si on imprime les emails uniques,
on va trouver qu'il y a seulement 3 éléments parce que c'est un set. Et comme c'est un set, on peut toujours utiliser le add pour ajouter un élément et remove pour supprimer un élément. On va voir ça quand on va exécuter le programme, le cas numéro 4. Le cas numéro 5, c'est un cas extrêmement fréquent dans des projets réels. Par exemple, nous avons ici une liste de données avec des répétitions et nous voulons la nettoyer sans écrire beaucoup de code. Tout simplement, on peut transformer la liste en set. Python supprime automatiquement les doublons. C'est simple, rapide et très efficace. Le cas numéro 6. Dans un vrai projet, par exemple, on utilise rarement une seule structure de données. Ici, nous combinons une liste, des dictionnaires et des tuples. C'est exactement ce que vous verrez en production. Comprendre ces combinaisons est une étape clé pour devenir à l'aise en Python. Tout simplement, je vous propose d'exécuter ce fichier, lire les sorties, puis modifier les données pour vous entraîner. Exécutons maintenant le programme pour voir par exemple le cas pratique numéro 4. Donc, on va regarder le cas pratique numéro 4. Cas numéro 4. Donc, tout simplement ici, on a des doublons. Mais quand on a imprimé le email unique, normalement, on ne trouve plus des doublons, car c'est un set. Après, ici, dans cette instruction, on vérifie que si b@test.com existe, oui, il existe, donc on imprime true. Après, on a ajouté new@test.com et on a supprimé le a@test.com. Donc, quand on va imprimer le email après add/remove, on est ici, on trouve bien que le a il n'est plus là et on trouve bien que le new@test.com il est là. Donc, n'hésitez pas de jouer avec ce script et de le modifier pour s'entraîner. Dans cette lecture, nous allons voir les erreurs les plus fréquentes chez les débutants en Python. Ces erreurs sont normales, mais si on les comprend tôt, on progresse beaucoup plus vite. Erreur numéro 1, l'indentation. Python utilise l'indentation pour structurer le code. Une erreur d'indentation est l'une des causes les plus fréquentes des bugs chez les débutants. En Python, l'indentation est obligatoire. Erreur numéro 2. Oubliez les deux points. Après un if, un for, un while ou une fonction, les deux points sont obligatoires. Python ne peut pas définir la structure sans ces deux points. Erreur numéro 3. Confondre entre égal et égal. C'est une erreur très fréquente. Le signe égal sert à affecter une valeur, tandis que le double égal sert à comparer. Erreur numéro 4. Modifier un tuple. Un tuple est immuable. On ne peut pas modifier ses valeurs. Si les données doivent changer, utilisez une liste. Erreur numéro 5. Oublier la virgule dans un tuple à un élément. Un tuple avec un seul élément nécessite une virgule. Sans la virgule, Python ne crée pas un tuple. Erreur numéro 6. Créer un set vide avec double accolade. Les accolades vides créent un dictionnaire, pas un set. C'est une erreur très courante. Erreur numéro 7. Accéder à un set par index. Les sets ne sont pas ordonnés. Ils n'ont pas d'index. Si vous avez besoin d'un ordre, utilisez une liste. Erreur numéro 8. Utilisez une liste pour tout. Beaucoup de débutants utilisent uniquement des listes, même quand ce n'est pas adapté. Pour des données fixes, utilisez un tuple. Pour des clés valeurs, utilisez un dictionnaire. Et pour l'unicité, utilisez un set. Bon réflexe à adopter. Lire les messages d'erreur. Utiliser print pour imprimer le type de variable. Tester le code par petites étapes. Choisir la structure adaptée au problème. Ces erreurs sont normales quand on débute. L'important est de les comprendre et de les corriger. En évitant ces pièges, vous progressez beaucoup plus vite en Python.